Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec des rêves plein les yeux. Oui. Mon cher Gilles, on va parler de Miyazaki, le maître japonais. On a besoin de s'évader. Et c'est exactement ce que nous propose le documentaire de notre invité du supplément média, Léo Favier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes réalisateur de ce documentaire qui est diffusé vendredi soir à 22h30 sur Arte. Miyazaki, l'esprit de la nature. On peut le voir aussi sur la chaîne YouTube d'Arte, sur Arte TV également. C'est ça ? Oui, mais pile en face de Masked Singer. Formidable, Enfin, écoutez. non, je rigole. C'est exactement le même genre, vous avez raison mon cher Gilles. Miyazaki, l'esprit de la nature, on est frappé dans ce documentaire d'abord par, d'une part, la beauté des images de Miyazaki, parce qu'on s'en lâche jamais. La beauté aussi de vos images, parce que vous alternez des images réelles avec celles de Miyazaki. Et on a l'impression que au fur et à mesure qu'avance votre documentaire, la frontière s'estompe en fait, entre le rêve et la réalité. Oui, on a eu accès à un espèce d'accord exceptionnel avec le studio Ghibli, donc beaucoup d'extraits, et ça c'est vraiment formidable, et on a essayé de combiner des extraits, les motifs des extraits de ces films de Miyazaki, on les retrouve dans des images tournées au Japon, et aussi dans beaucoup d'archives auxquelles on a eu accès qui documentent un peu le travail de Miyazaki depuis 40 ans. Voilà. Alors en fait, on découvre plein de choses dans votre documentaire. C'est surtout, vous décodez l'œuvre par rapport à la nature, on va en parler, mais surtout on découvre que Miyazaki s'est fixé une mission qui est au départ de rendre les enfants heureux. Oui, je pense que c'est quelqu'un, depuis le début, qui a décidé de faire des films de grande qualité pour les enfants, pour les faire rêver, mais aussi pour les instruire, pour leur donner des valeurs, comme ça, comme plein de littérature enfantine. Et ça a été son public principal. Il a fait aussi beaucoup de séries pour les enfants à la Toei, qu'on regardait, des dessins animés. Et après, progressivement, il s'est mis à faire des longs métrages pour enfants au cinéma, ce qui était tout à fait rare, des films d'auteur pour enfants. Et ce qu'on voit dans le film, c'est que c'est son sacerdoce, mais petit à petit, il voit que le monde devient de plus en plus horrible, et il se dit, et c'est ce qu'on découvre dans votre documentaire, je ne peux plus mentir aux enfants, comment je vais continuer à faire mon œuvre de dessin animé ? Oui, c'est vrai que Miyazaki, c'est plus d'une dizaine de films, et on voit qu'au milieu de sa carrière, après avoir fait des films comme Totoro, avec des personnages très mignons, très doux, une sorte de grand bonheur comme ça, il se dit, en même temps, vu les tourments du monde, on peut plus continuer à dire aux enfants tout va aller bien. Non, il faut aussi leur montrer que le monde a un côté, il y a beaucoup de violence, il y a de la peur, et là émerge Princesse Mononoke, oui, qui est un peu le premier grand film de Miyazaki qu'on a découvert. Nous, enfin, tout est quand même arrivé avec Mononoke, et finalement, il y a quand même un avant et un après Mononoke dans la carrière de Miyazaki. Oui, c'est en 1997, Princesse Mononoke. Vous aurez aussi Le Voyage de Chihiro en 2001, Le Château ambulant en 2004. On peut dire qu'il y a une génération Miyazaki dans le monde entier, en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une génération qui a découvert cela enfant, qui a grandi avec. Et aujourd'hui, moi j'ai des enfants et je redécouvre les films avec mes enfants, et notamment grâce à la diffusion de tous les films de Miyazaki sur Netflix. Ce qui était quand même avant jamais arrivé. Ça passait à la télé, il fallait récupérer des DVD, des cassettes. On voyait pas tout. Et là, d'un seul coup, on a une œuvre complète. Et ça, c'est complètement formidable, quoi. Et alors, on découvre dans vos films que, loin de dessins animés américains ou autres, alors lui, il n'y a pas d'ordinateur, c'est encore le cellophane, c'est encore à la main, tout est artisanal, en fait. Oui, c'est vrai que au fur et à mesure Puisque vous avez rencontré Miyazaki, pour nous auditeurs. Alors, on n'a pas pu rencontrer Miyazaki. Ah bon, c'est quoi les images qu'on voit ? On a beaucoup d'archives. Quand on a commencé à faire ce documentaire, Miyazaki, ça faisait 10 ans qu'il disait « je donne plus d'interviews, ça m'intéresse pas, je veux plus faire ça ». Donc on a fait la demande, évidemment, qu'on n'a pas eue, et on a interviewé son producteur, son fils, des collaborateurs. Oui. On est allé au studio, moi je l'ai vu passer de loin dans un escalier, mais c'est comme ça quelqu'un qui s'était reclus par rapport aux médias, mais qu'en même temps qui a beaucoup été filmé par la télévision japonaise pendant des années. Donc on a toute cette matière de lui au travail, où on le voit vraiment dessiner, et puis revenir ses dessins, puis corriger, et cette espèce de vie consacrée à l'animation. Et alors d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que c'est la discrétion du personnage, ça vous le dites, puisque vous n'avez pas pu le voir, mais en plus il y a sa modestie dans les archives que vous nous montrez dans ce documentaire, parce que c'est quand même le Stanley Kubrick mondial du film d'animation, et à côté de ça, il est extrêmement modeste, c'est frappant. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, on le voit comme ça, assis à sa petite table dans un coin, c'est un espèce de grand open space.
Il est là avec ses pantoufles, et en même temps le studio c'est lui qui l'a fait construire, qui l'a conçu, donc qui l'a dessiné, c'est sa maison aussi. Mais c'est ce que je dis, c'est vraiment une vie entière dédiée, consacrée au travail. Alors après, il n'est pas seul dans ce travail, par exemple, dans cette œuvre, puisque Gilles, vous le rappeliez avant, en antenne, le budget de ces films d'animation est quand même considérable. Ce sont des super productions en termes de films d'animation. Oui, en fait, on se rend pas compte, mais le nombre de dessins, de l'animation, c'est 12 dessins par seconde. Mais après, il y en a plus pour arriver à ces 12 dessins finaux. Et on en fait plus et on coupe. Et donc ça prend des années et des années. Donc ça a un coût complètement. Et combien de complètement personnes dément. à peu près? Tiens, par exemple, le voyage de Chihiro. Il faut combien de personnes en tout, en équipe, pour réaliser avec le maître ce chef-d'œuvre? Ah, je saurais pas vous dire. C'est une bonne question. Alors, je pense plusieurs centaines, en fait. C'est ça. Sur plusieurs années. Donc je suis pas très loin Donc, quand je parle de blockbuster quand même. On est là-dedans. Complètement. Ouais. Et autant la plupart des dessins animés, on connaît ça parce que c'est des séries, c'est à la télévision, donc toute cette espèce d'écosystème de séries. Et là, c'est finalement entre du blockbuster et du film d'auteur pour le cinéma. Alors comment est perçue au Japon la nuance entre Miyazaki et les autres mangas avec lesquels on a grandi? On est la génération Dragon Ball Z aussi, le style est complètement différent. On a l'impression d'avoir un poème d'un côté et une espèce de film de guerre ou film d'action hollywoodien de l'autre. Ah, Miyazaki, c'est une sorte de dieu vivant au Japon. C'est une personne et une personnalité qui est complètement au-dessus de tout le monde et qui continue à produire à plus de 80 ans, à sortir son film. Donc, et qui a comme ça une œuvre complètement dingue. Donc il est hors de la réalité dans un sens. Et puis, non, je vous laisse finir. Une sorte de vénération, mais autant au Japon qu'à l'étranger aussi. Et puis, il y a une chose qui est aussi l'axe de votre documentaire, c'est l'importance de la nature, qui est important au Japon. Les arbres sont très importants. Vous parlez de ce château ambulant qui va montrer la nature qui s'éteint. Pourquoi c'est aussi important désormais pour lui ? Alors, la nature, c'est vraiment... Enfin, Miyazaki, il est né en 1941. Il a vécu des bombardements enfant. Donc il a quand même grandi dans un pays complètement dévasté et c'est quelqu'un qui, sa mère était très malade, a été alitée toute son enfance et donc qui a une espèce de traumatisme de l'enfance et de noirceur très très profonde en lui. Et en même temps, là où lui trouve du bonheur, de la joie, de la lumière, c'est dans la nature. Et ça c'est clairement, il le dit quand il est enfant, quand il va jouer dans le jardin. Finalement, ce qu'on voit dans Totoro, les petits enfants qui jouent, qui se promènent dans le jardin, qui adorent ça, c'est lui aussi. C'est vrai qu'il s'incarne beaucoup dans les personnages. Et après, on a beaucoup d'écrits de lui quand il a 20 ans, 30 ans, 40 ans, où il se passionne de botanique. Et ça, je trouve que c'est formidable. C'est où est-ce quand on a vécu ce traumatisme-là, comment on retrouve de la lumière de ça. Et pour lui, clairement, c'est la nature. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'universel aussi. Donc, c'est vrai que, après tout, on est tous pareils. Vous nous plongez au milieu d'une prairie avec des arbres, le vent qui souffle, qui fait bouger les feuilles, ou s'envoler les pétales. Enfin, on est dans la poésie de Miyazaki, et ça, on devient tous des gosses au milieu d'un tel spectacle, Gilles. Oui, c'est la petite maison dans la prairie, avec les petites filles qui dévalent la prairie. On pourrait dire ça. Quel serait votre film préféré? Ce sera peut-être la dernière question de Miyazaki, celui qui vous a le plus marqué, ou alors une scène, un dessin qui vous marque le plus dans l'œuvre du maître? Moi, le premier que j'ai découvert, c'est Princesse Mononoke. Et je trouve que ce film, il est incroyable. Il y a juste tout. Et je me lasse pas de... Tout, c'est-à-dire? Il y a tout. Il y a de la violence, il y a de la beauté, il y a la terreur. Là, on parlait tout à l'heure de Mayotte, d'un ouragan qui arrive, qui ravage tout. La nature, c'est ça. La nature, c'est quelque chose qui peut tout dévaster et en même temps quelque chose qui est magnifique. Et ça se voit dans les films de Miyazaki. Est-ce que maintenant, c'est les adultes ou les enfants qui regardent Miyazaki? On a l'impression que la génération a suivi Miyazaki. Est-ce que la nouvelle génération d'ados ou d'enfants suivent Miyazaki? Moi, j'ai l'impression que là, on est sur une génération vraiment de transmission où des parents l'ont découvert, ont aimé, n'ont pas forcément tout vu et redécouvrent avec leurs enfants des choses. Et les films marchent toujours aussi bien. C'est quand même, ça n'a pas pris une ride. Non, c'est ça. Indémodable, Miyazaki. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Votre documentaire, on pourra le voir sur Arte à 22h30 vendredi, c'est ça? Sur la chaîne YouTube d'Arte également. Sur arte.tv, c'est important. À bientôt, Léo Fabier. Oui, je vous remercie. Et vous avez eu la projection, vous aviez une projection prévue à la Gaîté. Est-ce qu'à cause de ce qui s'est passé,
Alors la projection a été annulée et a été reportée. On rappelle ce qui se passe, la Gaîté Lyrique, c'est un théâtre qui est occupé par des migrants qui demandent des solutions de relogement en ce moment, d'où la paralysie des productions. Voilà, et hier, il devait y avoir une avant-première avec plein de gens à la Gaîté. Oui, on avait une table ronde avec l'anthropologue Philippe Descola et un philosophe pour poursuivre la discussion sur le rapport entre les imaginaires et la nature aujourd'hui. Et du coup, ça a été annulé. Eh ben, écoutez, on l'aura eu sur Sud Radio. Sur Sud Radio, avec plaisir. On va remplacer la Gaîté. Merci beaucoup, Léo Favier. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Merci, Gilles. Merci, on vous retrouve demain à partir de 10h. Avec Valérie, surtout si elle va mieux, ou peut-être. Eh ben, on l'embrasse toujours. On l'embrasse. Allez, à suivre sur Sud Radio après le voyage de Chihiro. Le voyage de François Bayrou durera-t-il plus longtemps? C'est ce qu'on verra dans les débats avec tous nos invités. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.